Salut, c'est Maude avec un E, pour Céramique avec un K, le podcast qui dresse le portrait de la création céramique actuelle. Non, la céramique ne se résume pas à la poterie. Elle ne se résume pas non plus à Demi Moore et Patrick Swayze, batifolant sur un tour de potier. Non, la céramique ce n'est pas ringard. Au contraire, c'est une discipline vaste et éclectique, regroupant des créatrices et créateurs, des artistes aux horizons et pratiques variées. Ici, vous pourrez écouter ces artistes nous raconter leur parcours, leur démarche et leur place dans le monde de la création actuelle. C'est l'heure du podcast Céramique. Allez, c'est parti, enfourchant le tigre. Aujourd'hui, je vous emmène en voyage sur la planète MRCX où vivent les cailloux. Des petites créatures trop mignonnes en terre cuite. C'est le céramiste explorateur Monsieur Caillou qui nous fait la visite. Monsieur Caillou est un sculpteur très mystérieux, mais il a accepté de nous divulguer quelques-uns de ses secrets. De ses techniques de modelage et de décor de la terre, à ses outils de travail et l'ambiance chaleureuse de son atelier partagé. Mais le plus rigolo, c'est lorsqu'il nous raconte ses observations de voyage. Monsieur Caillou est le premier spécialiste de la tribu des cailloux. On peut même dire qu'il est le premier caillouologue français. Sa fine étude ethnographique nous permet de découvrir une société bien structurée et composée de petites créatures aussi bavardes que contemplatives. Bref, pendant cette conversation découpée en 2 parties, nous avons discuté test d'émail, cale en mousse, confinement, écologie, musique folklorique, frottement et explosion de cailloux. J'espère que le voyage vous plaira. Bonne écoute. Bon alors, Monsieur Caillou, toi, c'est quoi ton premier souvenir lié à l'argile ? En fait, moi, je crois que j'en avais plusieurs. Il y avait évidemment petit, il y avait les batailles de boue avec les copains en revenant de l'école. Sur les terrains vagues nantais, il y avait de ça. Et puis, il y en a un autre, mais qui est un peu plus vieux, enfin pas plus vieux, comme quoi, c'est un souvenir d'argile, mais qui est hyper fort, mais qui est pas vraiment lié à la terre et au modelage. C'était quand j'étais parti au Mali, ça remonte quand même, c'était en 2004, et j'avais pu expérimenter l'art des bogolans. Alors, je sais pas si tu sais ce que c'est, mais en gros, c'est des tissus traditionnels qui sont peints, teintés d'abord avec des feuilles, je crois que c'est du bouleau, du bouleau africain. C'est teinté avec ça. Et puis après, tous les dessins, ils sont faits avec de l'argile. Donc ils prennent de l'argile mais fermentée et ils le posent sur le tissu pour faire des dessins, des motifs, etc. Et du coup, j'avais expérimenté ça et j'avais trouvé ça très très cool. Et voilà, donc j'avais fait des dessins qui n'étaient pas très bien, hein, pour être honnête. Mais du coup, j'avais on le lave après, il faut le rincer, faut le laisser sécher, et puis après le rincer, et puis dans le Niger et tout. Et c'était trop cool. Donc j'ai un souvenir d'argile là-dessus qui était plutôt pas mal. Et à ce moment-là aussi, je m'étais retrouvé dans un village de potiers, paumé. Et du coup, j'avais ramené un vase que j'ai toujours et que je garde précieusement, mais qui était vraiment texturé. Et il y a quelque chose de presque naïf mais qui était très très brut. Et de ça, j'ai gardé un peu cet univers-là, je crois quand même. Ouais, le fondamental, juste la terre, la texture et c'est tout quoi. Voilà, c'est ça mes souvenirs d'argile. Ok. Il y avait des macomolages aussi, mais c'était plus du plâtre. C'était plus pop. Et alors, quand est-ce que tu as commencé à expérimenter le volume, la sculpture en volume ? Écoute, ça arrivait super tard. Je crois que j'avais eu 2-3 expériences mais comme ça, quoi. Ça m'a toujours un peu attiré, mais c'est venu tard. Hein. C'est marrant parce que pour être très honnête, c'est quelqu'un qui m'a mis sur Terre, qui m'a donné goût à la Terre. Une fois, je suis parti en vacances du coucher ma mère, et elle faisait des cours à ce moment-là, je crois que de raku. Et moi, j'y connaissais rien, mais elle avait acheté des blocs de terre. Elle m'a dit, bah, tu veux essayer et tout. Et voilà, c'est comme ça que ça a commencé, quoi. Juste en modelant, en essayant de faire un vase à la base, qui n'était pas très réussi. Et du coup, j'ai vu autre chose. Et c'est vraiment là où il y a eu la rencontre, je pense, avec les cailloux, c'est que c'est venu très très vite. Presque les premiers temps avec la terre, premier modelage, en fait, l'apprentissage, je suis arrivé à ces formes-là. Et directement, j'ai trouvé qu'il y avait un truc à faire, quoi. Voilà.
Mais ça date d'il y a, allez, 3 ans. Ah, ok. Ah oui, c'est tout récent. Ouais. Et alors, comment est-ce que tu travailles? Avec quelle technique ou quelle sorte de terre? Comment est-ce que tu fais? Alors moi, j'aime bien, j'ai essayé plusieurs terres quand même. Parce que c'est récent, mais voilà, j'adore l'expérimentation, donc j'ai essayé pas mal de trucs. Mais moi, là, je bosse avec de la faïence en ce moment. Faïence chamotée. Pas très grosse chamotte. J'aime bien, il y a de la texture, mais j'aime bien pouvoir beaucoup contrôler aussi l'aspect, si j'ai envie de mettre des effets lisses, mettre un peu moins, etc. Enfin, on peut la rentrer, la chamotte, mais je sais pas. J'adore cette texture-là, quoi. Essentiellement terre blanche. Je joue avec les couleurs de temps en temps. Il peut y avoir des terres colorées ou carrément du terre très brut, rouge, noir, etc. Mais je sais pas, j'aime bien cette base de terre blanche pour après jouer avec les émaux. Je trouve que ça marche très bien, ils ressentent mieux, tout, je sais pas. J'aime bien ça. Donc au fur et à mesure, au début, j'étais beaucoup plus à tester plein de choses, enfin dans couleur de terre. Et là, de plus en plus, j'ai l'impression que j'ai trouvé celle qui me correspond, enfin qui correspond au projet, quoi. Mais Et- après, sinon, en technique, peut-être que c'était ça aussi que tu voulais savoir. Ouais, absolument. C'est vraiment, je sais pas si c'est vraiment une technique. À la base, c'était très très rudimentaire, genre un espèce de pincé un peu chelou. Et j'ai gardé ça quand même. Bah, on m'a appris quand même à à venir au pincé, et puis, à faire des colombins, des plaques, etc. Je m'en sers de temps en temps, je le sais faire. Et je sais pas, j'ai envie de garder toujours cet esprit très naïf de prendre des bouts de pâte, un peu comme de la pâte à modeler, et puis m'en servir avec pour faire des choses. Et du coup, c'est pas vraiment une technique. Enfin, je me suis fait ma technique, quoi. C'est un truc un peu chelou. Un mélange de plein de choses, mais C'est-à-dire que les cailloux, ils sont complètement vides à l'intérieur? ouais, ouais, les cailloux sont vides. Ils sont vides, bah ouais, sinon ça exploserait, mais c'est-à-dire ils sont pas très épais, hein. Enfin, D'accord. ça dépend, mais normalement, ils sont pas très épais. Là, et j'adore, en fait, laisser venir la forme. Alors, il y a des fois où j'ai des idées, et puis j'ai des commandes aussi. Ce que je préfère, c'est quand je joue avec, je rajoute des bouts de terre, et ça se forme au fur et à mesure. Et je vois l'espèce de petit caillou apparaître. Je construis le corps d'abord, de toute façon, et puis après, je rajoute les pieds. Je trouve l'équilibre comme ça, mais et ce que j'aime bien, c'est ouais, d'être surpris par moi-même, en fait. Pas avoir une idée, être surpris par la Terre aussi, hein, parce que des fois, elle va nous diriger, elle va nous amener vers des choses auxquelles on n'avait pas pensé. C'est ça qui est hyper agréable, hein, c'est qu'il faut pas être trop, enfin, en tout cas, dans mon approche, je suis pas trop rigide. Et j'ai appris ça. J'ai appris que, avec la Terre, j'ai appris ça. D'être patient et que, je crois qu'on la maîtrise jamais vraiment. Il y a un truc, qui est plus fort, quoi. Moi, ce que je me Mm. demandais, c'était à quelle consistance de terre tu travaillais. Est-ce que ça évoluait? Tu commençais avec des choses, une terre très très molle, et puis plus ta forme montait, elle se durcissait, ou alors carrément tu la chauffais au décapeur thermique ou au sèche-cheveux, tu vois. Parce que Mm. pour que ça tienne là sur leurs petites pattes, les cailloux, il faut quand même que le dessus soit quand même un peu rigide. Ouais. Ouais. Bah, en fait, ça va dépendre de la taille des cailloux. Les petits, je peux sortir la terre comme ça. Le poids de la terre, comme ils sont petits, va pas avoir une influence énorme. Je peux poser les pieds presque directement, quoi. Donc, sur les pieds un peu plus grandes, bah, je les fais en plusieurs fois. En fait, je monte le corps petit à petit. Et ça peut prendre des fois même plusieurs jours quand c'est vraiment des grosses pièces où je laisse sécher un peu la terre. J'utilise jamais de caparté thermique, ni de sèche-cheveux. Si c'est arrivé, les sèche-cheveux, je mens, c'est arrivé de temps en temps. Et puis voilà, je construis le corps au fur et à mesure. Quand il est bien fini, je vais poser les pieds. Mais il y a certaines pièces qui vont avoir besoin d'un équilibre un peu différent. Parce que je veux que toujours, il y a une certaine cohérence entre tous les cailloux. Je veux qu'ils aient 3 pieds, 2 yeux, un nez, etc. Donc il faut qu'ils retiennent n'importe quelle forme, il faut qu'ils arrivent à tenir sur ces 3 pieds. Et des fois, l'équilibre est un peu instable. Donc du coup, je restabilise avec de la terre à l'intérieur, à différents endroits pour faire contre-poids, etc., quoi. C'est un jeu d'équilibre sur les grosses pièces qui est un peu plus intéressant que sur les petites. Voilà. Mais effectivement, ça prend un peu de temps sur le séchage entre le moment où je vais assembler le corps, enfin, au moment où je vais construire le corps et après au moment où je vais l'assembler avec les pieds, quoi. Je sais pas si c'est très clair ce que j'ai Si, raconté. si, 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 si.
Ok. Je vais essayer de deviner tes outils préférés. Alors tu me dis. Moi, je suis sûre que tu utilises beaucoup les steaks, les spatules ou les baguettes de bois, et tu te sers pas mal de mousse ou d'oreiller. Ouais, alors la mousse, ouais. La mousse, oui, oui, oui. Après, alors mon outil préféré, c'est les mains quand même. Il y a beaucoup de ça. Mais j'essaye au maximum en fait de les utiliser et de pas avoir recours à ça parce que je trouve que justement le rendu main fait que il y a un rendu encore très brut. Mais après, sur les outils, ouais, il y en a que j'utilise quand même. C'est effectivement les steaks et puis je sais même plus comment ça s'appelle là pour faire les trous des yeux. J'utilise des baguettes de, je sais pas comment on peut dire ça. Des aiguilles. C'est presque des piques à brochettes. Et après, ouais, non, c'est tout, je crois. C'est vraiment un service alimentaire. Il y a certains trucs que j'utilise quand même pas avec des dents là. Je sais même plus c'est une steak aussi, je crois, hein, mais avec des dents pour lisser. Oui. Je suis assez nul avec les noms. Voilà. Ok. Ouais. J'ai essayé une fois une machine à colombin, là. C'était pas mal, mais ça donne jamais la même chose qu'à la main, je trouve. Et la couleur et les différentes cuissons, comment est-ce que tu Ouais. bosses? Bah écoute, il y a toujours les biscuits, évidemment. Et puis après, la couleur, moi, je m'amuse beaucoup. Pour moi, c'est vraiment un plaisir d'émailler. J'ai aucune crainte avec ça. Je trouve ça vraiment très très cool. C'est toujours magique. J'adore, en fait, voir le résultat. Et donc, j'expérimente. J'expérimente parce que bah, je trouve que j'ai pas envie d'avoir deux pièces qui se ressemblent. Je trouve qu'ils sont tous uniques et c'est ça qui est rigolo. Et du coup, j'expérimente avec les couleurs, les superpositions de temps en temps, d'en enlever quand c'est trop propre, de les mélanger, ouais, les couches, etc. Je joue vraiment avec, mais sans avec grande naïveté, j'ai envie de dire. Et du coup, c'est ça qui me fait découvrir des choses, aller plus loin, et j'adore ça. Des fois, j'ai hâte en fait que les pièces soient toutes en biscuit pour pouvoir m'amuser avec les vagues. Mais je vais avoir tendance des fois à beaucoup produire en peu de temps pour après pouvoir expérimenter un petit peu. C'est la partie que je préfère finalement parce que même s'ils sont tous différents, il y a quand même des particularités identiques et bon, je les ai fait quand même. Ça fait plus de je sais pas 200, 300 fois que j'en fais. Donc même s'ils ont des formes différentes, je trouve que là-dessus, c'est ça qui est le plus rigolo quoi. C'est toujours d'avoir de jouer avec les couleurs. Ouais. Mhm. Et alors, tes pièces, là, on a l'impression qu'il y a parfois des superpositions des mots. Tu mélanges, en fait, tu fais des Ouais. associations. Ouais. Je fais des associations, des fois je fais une double cuisson aussi. C'est-à-dire que je vais avoir un émail, après je vais en cuire un autre par-dessus. Je vais m'amuser avec ça. Et puis comme je te disais, cette fois, ça fait pas si longtemps que ça que je fais de la céramique. Et du coup, c'est vraiment la découverte pour moi. Et c'est un terrain de jeu incroyable, quoi. Et voilà. Donc, oui, des fois, je vais le faire en une couche. Des fois, je vais le faire très, très lisse. Des fois, je vais arracher des choses comme si c'était frotté, comme s'ils étaient tombés, comme si, ils étaient rayés, ou il y a quelque chose qui les rend un peu plus vivants que quelque chose de très lisse. C'est ça que j'aime bien. C'est ramener de la matière aussi, avec les mailles. En plus de la forme. Et alors, ton atelier, comment il est organisé? Enfin, ton ou tes ateliers? Alors, j'ai pas d'atelier. J'ai pas d'atelier. J'ai pas d'atelier à moi. J'ai un atelier de cœur. Et en fait, j'adore aller. C'était un endroit où au début je prenais des cours. Parce que je m'étais dit, bon, je me retrouve à avoir un projet de céramique et je veux absolument le pousser, etc. Et j'avais vraiment une idée. Je me disais, bon, au début, les gens vont me prendre pour un fou à vouloir faire des cailloux, mais je sais pas, j'y tenais beaucoup. Et donc, j'étais allé dans un atelier qui donnait des cours. Et au final, bah, comme j'avais créé un peu mes propres techniques, c'est devenu un endroit où j'adore créer. Parce que, je sais pas, il y a une ambiance qui est cool. C'est dans Paris, mais à chaque fois que j'y rentre, le temps s'arrête. Mais je pense que ça doit faire pareil à beaucoup de céramistes. Mais il y a un temps qui est différent de celui de Paris, qui est plus cool. Et surtout, il y a des nanas géniales. Parce qu'il y a plein de femmes. Je veux pas dire que c'est un milieu très très masculin. Et j'adore parce qu'il y a plein de créativité. On se pousse vers le haut, il y a la bonne humeur et c'est très cool. Et il y a une prof qui est toujours là au cas où. C'est plus ma prof, mais c'est mon mentor, on va dire. Et qui m'aide
si jamais j'ai des interrogations ou des doutes ouais, quel sens donner aux pièces ou comment améliorer certaines techniques, etc. Ça, c'est génial. Donc j'ai envie de garder ça. Je pense que c'était vraiment, ça faisait partie aussi du plaisir de la céramique, quoi. L'atelier, et puis ces rencontres. Voilà. Donc, tu es plutôt dans une ambiance, en fait, une ambiance sonore de Ouais. discussion, ou alors il y a de la musique. C'est comment l'ambiance sonore de cet atelier? Alors c'est de la discussion. Moi c'est marrant parce que j'ai d'autres formes d'expression, mais d'habitude j'aime bien écouter de la musique, et être dans une ambiance un peu plus cool pour créer quelque chose de très calme, parce que contemplatif, méditatif. J'ai toujours fonctionné comme ça. Enfin, en tout cas, j'ai toujours été meilleur en création dans ces moments-là. Et là, l'environnement, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Justement, c'est bruyant, c'est un peu le bazar, et j'aime bien ça. Je trouve ça cool. Donc c'est drôle. Mais je rêverais d'avoir mon atelier un jour. Peut-être qu'un jour je l'aurai. Je pense que j'aurais autant besoin de musique et de vie, je pense, à l'intérieur. Le processus de création, enfin, en tout cas, la création de tes cailloux, là, c'est autant pendant le temps d'atelier, ou alors tu y réfléchis beaucoup en amont. Tu fais des dessins, Ouais, peut-être, des croquis. ouais, ouais. J'ai réfléchi beaucoup. J'ai réfléchi beaucoup. J'ai toujours. En fait, je suis parti vraiment de l'idée que j'ai fait un parallèle en fait entre l'exploration ma propre exploration de la céramique et l'exploration de la planète Monsieur Caillou MRCX. C'était vraiment ça. En fait, l'idée c'était de me dire je vais découvrir un autre univers, et ben explorons-le et mettons des images et des mots dessus. Et du coup c'est comme ça qu'est né l'univers de Monsieur Caillou. Et je pense qu'il est aussi important que les personnages en eux-mêmes, quoi. C'est-à-dire que et c'est pour ça que je me montre jamais non plus. C'est-à-dire que je veux laisser l'imaginaire marcher, en fait. C'est-à-dire que les gens vont se retrouver devant une pièce, vont regarder l'histoire. C'est là où sans visage, on va pouvoir se projeter et créer ses propres histoires. Se dire, bah ouais, c'est moi qui je les imagine très bien sur la planète en train de marcher, je les imagine faire ça, etc. Et dès qu'on interroge les gens sur les Monsieur Caillou, tout le monde a des idées, hein. C'est-à-dire que tout le monde a dit, il faudrait qu'il fasse ça, il faudrait qu'il fasse ceci, etc., etc. Et donc ça permet, je pense, aux gens, cette histoire de rentrer dans cet univers, alors que j'aurais juste posé des Monsieur Caillou comme ça n'aurait pas fait le même truc. Et donc j'y bosse beaucoup. Alors je bosse les photos, évidemment, mais j'ai une genèse que j'ai écrite, pardon, sur un livre où j'ai plein d'idées, mais à la base, j'avais écrit quand même j'avais eu une frénésie d'écriture où pendant, je sais pas, plusieurs heures, j'ai écrit comment ils se comportaient, quelles étaient leurs habitudes, comment ils se reproduisaient, comment ils marchaient, comment les déplacements sur la planète, comment fonctionnait la planète, la température, etc., etc., comment ils vieillissaient. Moi, je trouvais qu'il fallait que, pour m'inventer ce monde-là, il fallait que j'arrive à avoir la réponse à tout, qu'on puisse m'interroger sur n'importe quoi, que je puisse répondre. Et donc, j'ai cette base-là, et à côté de ça, donc je les dessine. De temps en temps, quand j'ai le temps, je fais une petite vidéo pour expliquer par exemple, comment ils se déplacent, comment ils marchent, pourquoi ils ont trois jambes, comment ils grandissent, etc., quoi. Que j'ai pas tout le temps, pardon, le temps de faire des vidéos, etc., explicatives. Mais je sais à l'avance, là j'en ai encore pour des années à raconter ça, quoi. Et donc ouais, je bosse dessus évidemment. Et je pense pour l'instant, j'avais pas trouvé d'intérêt, parce que je voulais vraiment rester sur la céramique à mettre mes dessins. Mais je pense qu'un jour je ferai aussi. Dernière question, c'était où est-ce que tu puisses ton inspiration? C'est quoi tes influences principales? Bah, il y en a pas mal. En fait, moi, pour peut-être repartir de l'historique, moi, je suis nantais. Je suis arrivé dans une famille qui était quand même assez ouverte sur le monde euh, et sur la culture en général. Mais ça pouvait être autant la culture populaire que la culture, enfin, l'art contemporain, etc. On était ouvert à tout. Et voilà, donc je pense que c'est un mélange de culture populaire. J'adore autant les films de science-fiction que
l'art primitif. Donc c'est un mélange de tout ça. Je pense que c'est ça qui m'inspire en fait, c'est que je vais piocher des idées à droite à gauche. Tout cet imaginaire, l'imaginaire de la science-fiction, de la découverte des planètes, etc. C'est quand même quelque chose de très très populaire et qui existe depuis longtemps, hein, depuis les années 60, avec l'homme qui va marcher sur la Lune, etc. On a toujours envie d'explorer et puis d'imaginer d'autres mondes, peut-être pour se sortir du sien, mais je pense que c'est ça mes sources d'inspiration, c'est d'aller un peu plus loin et voilà. Après, j'ai aussi vécu dans des villes, j'ai pas fait que Nantes, j'ai été vivre à Oslo. À Oslo, c'est une ville qui est très inspirée par le design, l'art graphique, etc. Et donc Paris, c'est une ville de design aussi. Il y a de l'art partout. Je pense on est imprégné en fait. Forcément, on s'imprègne pour que ça ressorte. On n'est pas un terrain. Je pense que personne n'est vraiment un génie, quoi. Il y a du travail et puis il y a aussi de l'inspiration à droite à gauche, d'influence, voilà. Donc elles sont multiples les sources d'inspiration, je pense. Et puis je pense que j'ai pas d'a priori sur ce qui est sur le bon goût, on va dire, ce qui est bon, ce qui est bien d'être aimé ou ce qui n'est pas, etc. Donc à chaque fois, j'essaie juste d'être touché par quelque chose, et c'est ça qui va me guider peut-être. C'est plus ouais, qu'importe l'approche, le média, etc. C'est vraiment ça aussi. La sensibilité, être touché par une œuvre, un discours, etc. Et voilà. Est-ce que tu dirais que tes sculptures, elles sont aussi un peu le reflet de la société, de l'actualité? Est-ce qu'il y a des thématiques qu'on peut retrouver actuellement, qui viennent entrer dans la construction de tes pièces? Ouais, je pense qu'elles sont nées même dans une thématique forte qui était le confinement et puis plus largement l'idée évidemment de sobriété, et puis je sais pas comment dire, mais il faut continuer à rêver en fait. Il y a un truc même si le monde est dur, etc. Même si des fois c'est pas toujours facile, mais il faut continuer à avoir son imaginaire, à avoir son propre univers. Et c'est exactement dans ce moment-là où il est né, quoi. C'est-à-dire que on est dans un endroit, un moment de société, même c'est un peu de la société, c'est la planète là. Et sortons-nous de là un petit peu de temps en temps, même si c'est très naïf mais ça fait du bien, quoi. De continuer à essayer de voir ailleurs et puis à pas être totalement focus sur son quotidien, quoi. Voilà. C'était vraiment de ça qui sont nés là comme ça. C'est vraiment pendant le confinement que sont nés ces cailloux? Que j'ai poussé l'idée, oui. Ils étaient nés avant, mais que j'ai vraiment poussé l'idée, c'était pendant le confinement. Bon, ben, interview cailloux alors maintenant. Parce que vraiment, ils sont trop mignons, mais en même temps trop mystérieux. Enfin, moi, j'ai plein de questions dessus. Alors, ils viennent, si j'ai bien compris, de la planète MRCX, c'est ça? C'est la contraction de Monsieur Caillou. Ok. Bon, alors, bah, déjà, est-ce que tu peux présenter cette planète? Comment est-ce que tu l'as découverte? D'où elle vient? Qu'est-ce que tu sais dessus? Je sais qu'elle est située loin. Alors loin, je sais pas où. Moi, je suis arrivé dessus et en fait, je cherchais vraiment des vies ailleurs sur différentes planètes, mais sur celle-ci, j'ai trouvé la tribu de Caillou, quoi. Et la planète en elle-même, elle a un fonctionnement un peu identique à celle de la Terre, mais par contre, elle est très très aride et il y a que certains endroits où il y a de l'eau et elle est beaucoup plus petite. Et là, il y a plein de choses à découvrir en fait. Je suis encore en train d'explorer. Les êtres vivants de cette planète MRCX là, ce sont les cailloux, si j'ai bien compris. Ouais. Ok. Oui, tout à fait. Et quelles sont leurs particularités physiques alors? Bah, ils en ont pas mal. Alors, ils ont tous trois pattes. Ils ont deux pattes pour tenir en équilibre, évidemment. Et puis une troisième patte qui leur permet de courir très très vite. Il y a deux yeux et puis un petit nez. Et ils ont plein de formes différentes. Mais leur caractéristique, c'est vraiment ça. C'est trois pattes, deux yeux, un nez, quoi. Ils peuvent sentir du coup, se mouvoir et ils peuvent absorber, d'après ce que j'ai pu voir, de l'eau par leur corps. L'eau étant super calcaire sur la planète, ça forme une petite bille au bout d'un moment qui forme à l'intérieur du corps du caillou et du coup ça leur permet de communiquer ça.
C'est-à-dire que ça fait une petite bille et quand tu les secoues, en vrai, hein, c'est-à-dire que quand tu en adoptes un, quand tu le secoues, il y a la petite bille et ça fait un petit bruit. Et bien en fait, ils ont cette manière de communiquer. Ils font des petits sauts sur place. Et du coup, on sent que la bille bouge. Et alors, j'ai pas encore totalement compris le langage, mais c'est comme ça qu'ils font. Quand ils se penchent pour se dire bonne nuit, ils se penchent doucement, ça fait un petit bruit de roulis. Et quand ils sont énervés, bah, ils s'agitent beaucoup, quoi. Ouais. Et tu as des enregistrements sonores de ce bruit, Alors, j'ai des enregistrements sonores, ouais, c'est encore secret, mais j'en ai. Et il y a un hymne aussi. Ils jouent de la musique avec. C'est-à-dire qu'ils ont des groupes de musique. Alors, c'est musique traditionnelle, hein. C'est pas très moderne, mais ils arrivent à jouer de la musique comme ça. Parce que chaque forme fait un petit sentiment différent. Il y en a qui sont plus aigus, les petits ils sont souvent plus aigus, les gros ils sont plus graves. Et le problème, c'est que plus ils secouent, plus bah, la bille à l'intérieur s'use. Et donc au bout d'un moment, à force d'avoir trop parlé, ils deviennent muets. Et ça leur apporte beaucoup d'humilité déjà. Et pour qu'ils redeviennent parlants, bah, il faut qu'ils reboivent de l'eau jusqu'à ce que la bille se reforme. Voilà. Est-ce qu'il y a des mâles, des femelles? Comment est-ce qu'ils se reproduisent? Non. Est-ce qu'ils ont un genre? Alors, non, il n'y a pas de genre, il y a pas de genre, tout le monde est accepté. Et donc ils se reproduisent il y a plusieurs manières, hein, de ce que j'ai vu, en tout cas. J'en ai vu deux manières, c'est soit par exemple ils tombent dans une falaise et forcément ils se cassent et ça crée d'autres petits cailloux. Ils se multiplient comme ça, soit bah, je crois qu'ils s'aiment beaucoup, ils choisissent et ils se frottent, ça fait des étincelles et du coup bah, l'étincelle, explosion, paf, et ça fait pareil des petits cailloux. Et c'est tout ce que j'ai observé pour l'instant, mais peut-être qu'il y a d'autres manières que j'ai pas encore découvert. Ok. Est-ce que tu as constaté s'il y avait une croissance des cailloux? Ils commençaient tout petits et ils finissaient grands, ou alors ils apparaissaient tous du même âge? Bah, alors ouais, c'est le problème, c'est quand ils se cassent, ils peuvent apparaître d'un âge différent. C'est super difficile à déterminer en fait l'âge. Parce que s'ils se cassent, ils vont pas se casser de taille identique, quoi. C'est pas possible. Et du coup, on a des estimations. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que ils grandissent quand même et ils ont une volonté de grandir parce que tous les ans, ils vont aller à un même endroit, qui est un endroit qui se remplit d'eau et de boue. Donc ils se font un bain de boue génial. Et un peu comme la céramique, quand on rajoute une couche ou des mailles, etc., ça permet de grandir, de grossir. Donc ils se laissent sécher au soleil et puis ce bain de boue, il se solidifie et hop, il gagne une épaisseur et comme ça, il grandit au fur et à mesure. Comment savoir vraiment à quel moment ils étaient petits, à quel moment ils étaient grands, etc. On le découvre en fait avec des rayons X, tout simplement. Tout simplement. C'est comme les stères d'un arbre. Ben, on compte l'épaisseur du nombre de fois où ils ont été annuellement prendre ce bain de boue et voilà, on découvre quel âge ils ont. Donc les petits, mais généralement les plus grands sont les plus vieux, quoi. Les petits sont pas très âgés. Donc d'ailleurs quand on en adopte un, et ben à chaque fois il y a un petit carnet avec là où il a été trouvé sur la planète, il y a une carte et puis son poids et son estimation de l'âge. Et ça reste une estimation. Hein. Alors pendant tes recherches anthropologiques là, est-ce qu'il y a d'autres rituels que t'as pu observer avec les cailloux? Là, tu parlais des bains de boue, mais est-ce qu'il y a autre chose qui t'a frappé? Ouais, il y en a beaucoup. Mais bon, je vais garder mes secrets là pour le compte Instagram. Ouais, bien sûr. Est-ce que tu as réussi à comprendre ce qu'ils pouvaient se dire, ou vraiment leur communication, elle était complètement étrangère? Il y a des petites choses que tu commences à capter dans leur langue? Ouais, mais ils sont un peu identiques hein, à nous. Hein. C'est-à-dire ils ont les mêmes besoins. Alors, ils ont moins besoin de manger parce qu'ils n'ont pas de bouche. Mais ils ont des besoins d'amitié, ils ont une famille qui est la famille, c'est la planète entière, hein, on va dire, parce qu'ils sont faits de cailloux. Mais ils ont besoin de communiquer, etc. Donc c'est pareil. Je pense que ils ont moins de problématiques liées au choix de ce qu'ils vont regarder à la télé, au choix de ce qui va se passer sur Internet, etc. Parce qu'ils n'ont pas le réseau comme ça, ils n'ont pas réussi à développer sans main des formes de technologie avancées. Mais par contre, ouais, ils ont besoin de communiquer comme tout le monde, je pense. Ils sont organisés dans un certain type de société. Il y a de la hiérarchie. Ils ont des chefs. Ou alors ils sont tous vraiment au même niveau. Ouais, c'est une tribu totalement, c'est horizontal. Le fonctionnement est horizontal. Il n'y a pas de chef. Il y a tout le monde au même niveau. Alors les plus âgés sont plus respectés, hein, évidemment,
Mais par contre, puis surtout qu'ils sont plus grands, hein, donc ils font plus peur aux petits, quoi. Et alors, bah justement, peut-être que tu as déjà eu l'occasion de le faire, mais sinon, imagine tu rencontres un caillou très âgé. Tu sais que c'est le doyen de la communauté. Qu'est-ce que tu auras envie de lui dire? Au doyen de la communauté, Ouais. et ben j'ai envie au doyen de la communauté, ben moi j'ai envie de lui dire de venir faire un petit voyage sur Terre, quoi, et puis ils viennent visiter notre planète à nous, parce que moi j'explore la sienne et je pense que c'est bien de faire donnant. Ok. Cool Ok. de nous avoir fait profiter de ce petit safari sur la planète MRCX. Bon, on en revient à toi. Est-ce que Ouais. t'as des projets futurs? Et ben écoute, il y a la sortie d'un bouquin où je vais paraître l'année prochaine. C'est une édition espagnole. Normalement, ça sort en 2023, donc je suis trop content. Ça devrait se retrouver dans les musées et tout. Et puis il y a Pompidou qui m'a contacté pour faire un workshop et qui se tiendra le 15 décembre dans le hall de Pompidou, et on va pouvoir venir modeler son caillou et puis découvrir ouais, son propre caillou. Donc d'ailleurs, si vous avez envie de venir, c'est trop cool, vous serez les bienvenus. Et Et sinon, il y a toujours l'exploration de d'autres planètes, je pense, parce que j'ai pas fini d'explorer celle-là, loin de là, mais je peux très bien en trouver d'autres en chemin. Donc c'est pas fini. ok. Eh ben, écoute, bon voyage à toi alors. Merci. 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 Merci d'avoir écouté Céramique, le podcast. N'hésitez pas à vous abonner ou à nous laisser 5 étoiles. À bientôt pour une nouvelle rencontre autour de la Terre.